Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. On démarre ce nouvel épisode des Afters de la Transformation avec une femme que nous sommes ravis de recevoir, Laetitia Roche-Grenet, bonjour. Bonjour Fanny. Tu es la directrice Open Innovation chez LVMH. On va commencer cet entretien, Laetitia. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux en quelques mots nous résumer ton parcours avant de devenir directrice Open Innovation chez LVMH ? Ouh là là, vu mon âge, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc non, ça, j'y crois pas du tout. Alors, j'ai commencé aux États-Unis en marketing, où j'ai travaillé d'abord pour une petite maison qui s'appelle Ella Baché, en marketing commercial. Ensuite, j'ai rejoint le groupe L'Oréal, qui s'appelle d'ailleurs Cosmer aux États-Unis, où je m'occupais de marketing pour la marque Biotherm. Puis, j'ai rejoint la marque Cartier, qui fait partie du groupe Richemont, pendant 2 années sur le marché américain et canadien. Donc, je fais du marketing sur les accessoires. Puis, je suis rentrée en France, en réalité, où là, j'ai eu différents postes. D'abord au marketing pour les parfums lunettes. Ensuite, j'ai rejoint le département service client pour monter tout le marketing du service client de Cartier à l'époque. Et puis, un jour, j'ai eu un appel d'une personne qui s'appelle Rachel Moironi, qui était la présidente de Fred. Et elle m'a demandé de la rejoindre pour prendre la direction générale de Fred en Europe. Et ça, c'est ma vie avant d'aller à l'Open Innovation. Fred étant une des marques d'LVMH. Tout à fait, exactement, exactement. On va parler un peu de l'histoire maintenant de ce groupe parce qu'il y a énormément de particularités dans ce groupe quand même. Alors, le groupe LVMH, c'est un groupe qui est un petit peu en fait une galaxie de 75 maisons. Chaque maison a sa propre culture, a sa propre identité, ses propres clients, ses propres business models. Donc, c'est vraiment une particularité du groupe. Et en termes de façon de travailler, on est obligé de mettre en place des choses qui apportent de la valeur à chacune des maisons. Et donc, c'est ce qui challenge de façon extrêmement positive et apporte de l'excellence dans tout ce qu'on fait. Comment on fait justement pour faire coexister toutes ces marques sous un même giron ? Ça, c'est une question qu'il faut poser à Monsieur Arnaud. Je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour répondre. C'est vrai que donc, chaque maison a sa propre stratégie. Le groupe est décentralisé, mais quand on est à la holding du groupe, pour emmener les maisons vers quelque chose, encore une fois, il faut leur apporter de la valeur. Peut-être je vais revenir sur un point important dans justement ma carrière et qu'est-ce qui a fait que j'ai monté... Qu'on vienne te chercher. Voilà, exactement. Parce que ça, c'est assez amusant et je pense que ça montre un petit peu la particularité du groupe LVMH. Donc à l'époque, j'étais donc la directrice générale de Fred en 2016. Je reçois un coup de téléphone d'une personne qui s'appelle Pascal Jouvin, qui lui travaillait à la LVMH House, donc le learning, le développement des dirigeants du groupe. Et il me dit, je veux que vous veniez travailler pour moi. Et je me dis, mais je ne vois pas le rapport entre moi, directrice générale, et lui, learning développement. Et voilà, il me dit plein de choses. Il me dit, Monsieur Anne Arnaud est un entrepreneur, on doit cultiver l'esprit d'entreprendre. Les maisons sont indépendantes, il faut créer des liens. Certains présidents ne se connaissent pas entre eux. Comment on cross-fertilise entre les maisons ? Et je me dis, bon, c'est un peu bizarre, je lui dirai non demain. Et en fait, je suis rentrée chez moi. Ce soir-là, j'ai pas réussi à dormir. Au milieu de la nuit, je me suis levée. Et puis, j'ai inventé en fait un job qui reprenait certains des éléments qu'il m'a donnés. Et le lendemain, je l'ai rappelé et je lui dis, écoutez, je voulais vous dire non hier et j'ai inventé ce job, est-ce que je peux venir vous le présenter ? Il me dit d'accord. Alors à l'époque, on voyage pour un PowerPoint, donc je pars à Londres pour lui présenter mon PowerPoint. Il me dit, il faut rencontrer la DRH du groupe, Chantal Camperlé, ce que je fais. Et on me dit, vous commencez dans 15 jours. Et ça, c'est, je pense, très particulier pour revenir sur la question de la particularité du groupe LVMH. Ce qui est génial, c'est parce qu'ils vous ont fait confiance, totalement. Alors, ils m'ont fait confiance, oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il fallait que ça réussisse quand même. Évidemment. Voilà. Donc, on va dire qu'ils ont pris un risque mesuré ou un risque calculé. Mais en tous les cas, on a cet esprit d'entreprendre. Et effectivement, à partir du moment où il y a un besoin et on propose quelque chose qui fonctionne, tout est possible. Et c'est sur cette philosophie, en réalité, que le département Open Innovation a été créé. Et c'est comme ça qu'au tout début, on a lancé ce qui est aujourd'hui le programme DAIR, qui est le programme intrapreneurial, qui part de ce principe. Tout est possible à partir du moment où ça apporte de la valeur aux maisons. On va en parler du programme DAIR. Justement, tu m'amènes à ma nouvelle question. C'est comment il fonctionne ce département Open Innovation ?
il part du principe que chaque maison a des sujets sur lesquels il travaille d'innovation et que nous, on va les écouter, on va mettre en mouvement les idées, les talents et on va connecter tout ça et on va pouvoir créer de la valeur et apporter de l'innovation aux maisons. Donc, c'est de l'écoute, aller détecter des pépites en interne ou en externe et ensuite connecter pour que les solutions arrivent au bon endroit. Grâce justement à la maison des startups. Exactement. Donc, grâce à la Maison des Startups, qui est un endroit où on accélère différentes solutions, différentes startups. Donc, en fait, c'est un lieu qu'on a ouvert en 2017. Donc, c'est le plus grand accélérateur de startups au monde. Voilà. Ah oui. Voilà. On aime bien choisir. C'est important de le souligner. Tout à fait. Et en fait, on héberge, alors selon les saisons, entre 20 et 30 startups par saison. On les choisit sur des thèmes qui sont stratégiques pour les maisons du groupe. Donc on peut avoir par exemple des sujets comme l'environnement, l'inclusion sociale, le métaverse. Voilà, différents sujets, tous très différents les uns les autres, mais qui sont des sujets qui vont amener les maisons dans le monde de demain pour créer, construire Mais ces startups, elles sont indépendantes ou elles peuvent être absorbées, par exemple, par le groupe LVMH? Alors, les startups qui sont à la Maison des Startups sont indépendantes. À l'Open Innovation, nous, ce qu'on cherche, c'est d'apporter de l'innovation aux maisons. Notre intérêt, c'est que les maisons innovent et aillent plus rapidement, soient plus agiles grâce à tout ce que les startups peuvent apporter. Et l'intérêt des startups, c'est de pouvoir accélérer au niveau commercial. Et donc, cette indépendance, elle est importante. Voilà. Qu'est-ce que vous leur apportez à ces startups, à part un lien privilégié justement avec LVMH, des bureaux? Qu'est-ce que vous leur apportez concrètement? Alors oui, des bureaux à la station F, ça c'est certain. On leur apporte une compréhension de ce qu'est le groupe LVMH et encore une fois, de par sa taille et de par sa diversité. On a aussi bien des maisons de mode que des maisons de cosmétiques, que de l'horlogerie joaillerie, des vins et spiritueux, de l'hôtellerie, des médias. Enfin voilà, c'est quand même extrêmement large. Donc on leur apporte une compréhension du groupe. On a différents formats d'événements, de rencontres, voilà, entre les maisons et les startups. Donc on leur apporte une compréhension, on leur apporte de rencontrer les personnes qui vont pouvoir les aider à développer des solutions. Et en général, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que souvent on nous dit, mais quand une start-up part de la station F, il se passe quoi? Et en fait, souvent je leur dis, en fait, quand ils sont arrivés à la station F, c'est le début de leur histoire avec LVMH. Et en fait, quand ils partent de la station F, c'est qu'ils sont quelque part, ça y est, ils sont un peu chez nous, alors qu'ils restent indépendants, mais c'est-à-dire qu'ils ont des clients, des partenariats, voilà. D'accord, des partenariats privilégiés, par exemple, avec LVMH, évidemment. Exactement. Et puis, ils savent marcher. Ça y est, c'est plus des bébés. Ah non. D'ailleurs, en réalité, c'est même quand ils arrivent dans notre programme, on prend pas des bébés. On a quand même chez LVMH, enfin une des valeurs du groupe, c'est l'excellence. C'est pas un incubateur, du coup. C'est pas un incubateur, exactement. C'est pas un incubateur. On est vraiment un accélérateur commercial pour eux. Donc c'est à partir du moment où ils sont capables d'apporter un vrai service, alors ils peuvent rentrer dans notre accélérateur. Il arrive d'ailleurs régulièrement que des startups qui arrivent aient déjà commencé à travailler avec l'une de nos maisons. Et l'idée, c'est qu'ils puissent travailler avec 2, 3, 4, 10, 75 maisons, pourquoi pas, de notre groupe. Mais Laetitia, c'est ton pôle, donc c'est ton département, c'est l'Open Innovation au sein d'LVMH qui a créé cette maison des startups. Alors, si on revient... Enfin, ces maisons des startups, justement. Alors... Si on revient dans la genèse de l'histoire, donc on revient dans ce moment où j'ai quitté mon job de directrice générale pour prendre un poste qui n'existait pas, que j'ai inventé une nuit, où j'avais ni équipe, ni budget, ni rien. Parce qu'il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Ça fait bizarre, la première semaine, voilà. Mais c'est bien, je pense que c'est aussi un moyen Et d'ailleurs, quand t'es arrivée, t'avais quoi? T'avais un bureau, t'étais toute seule, tu t'es dit, oh là là, j'ai tout à inventer, mais vers quoi je vais? Et j'avais un tout petit bureau, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a pris? Est-ce que je vais pas regretter? Et vraiment aujourd'hui, quand je vois ce qui s'est passé, je regrette pas du tout. Et est-ce que c'est pas justement une belle leçon de vie de se mettre en danger comme ça? Voilà, et je pense que ça fait aussi partie des choses que j'aime. Voilà, le risque mesuré. On revient sur le risque mesuré, le risque calculé. Je savais ce que je perdais et j'imaginais ce que je pouvais créer. Voilà, je crois que c'est ça le point. Et donc, au tout début, on a commencé par ce programme de DARE dont on parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure. À l'époque, on avait un Chief Digital Officer qui s'appelait Ian Rogers et qui avait un souhait
d'ouvrir à un endroit un accélérateur ou incubateur. On ne savait pas trop à l'époque de start-up. Et c'est vrai que comme on travaillait de façon très régulière ensemble et qu'il y avait une résonance avec notre programme d'air qu'on avait lancé, effectivement, c'est les équipes de Ian Rogers, et je faisais partie des équipes qui l'aidaient à l'époque, qui ont décidé de développer cet espace. Donc voilà, aujourd'hui, les équipes sont dans le département Open Innovation. Et c'est dans ce département au global qu'on aide maintenant les maisons à se développer. Être directrice de l'Open Innovation, moi c'est la première fois que j'entends parler de ce département. J'en avais pas vu dans d'autres sociétés avant. Mais justement, c'est pour ça que c'est très intéressant. En quoi ça consiste concrètement, le poste de directrice d'Open Innovation au sein du groupe LVMH ? C'est une bonne question de dire au sein du groupe LVMH, parce que le mot Open Innovation existe dans d'autres groupes, mais il ne veut pas dire la même chose. Et derrière le mot Open Innovation, il y a plein de choses très différentes. Évidemment. Exactement. Donc le mot Open, il est important. On est là pour ouvrir des portes, pour ouvrir des territoires, pour ouvrir le champ des possibles. Regarder une diversité de solutions. On n'est pas là pour fermer, on n'est pas là pour cadrer, on n'est pas là pour imposer. C'est vraiment l'ouverture des territoires. Ce qu'il y a derrière, et je pense que je vais quand même parler du programme d'air. Commençons d'abord par le programme d'air. Qu'est-ce que c'est le programme d'air ? De quoi il s'agit ? Comment ça fonctionne ? Le programme d'air, il part du principe qu'à partir du moment où on a une idée d'innovation, n'importe qui dans le groupe peut porter ce projet et le développer. Donc on sort des cadres classiques de j'ai un job, j'ai une mission et je reste dans le cadre uniquement de mes missions. En fait, tout est possible et on peut faire ça. Donc on va prendre un exemple très concret. Je suis chef de produit chez Vuitton sur le prêt-à-porter par exemple, mais le week-end je vais chez Sephora et je vois une femme qui se met du rouge à lèvres sur ses lèvres un peu sèches et je me dis mais pourquoi on n'invente pas le Shazam de l'hydratation ? Bon, ça c'est une fausse, j'invente, ça n'existe pas. Non, mais c'est une bonne idée. Voilà, mais ça ne rentre pas dans le cadre de Vuitton, le prêt-à-porter. Je peux avoir cette idée et j'ai une plateforme maintenant que donc, le département Open Innovation a construit où je peux déposer cette idée, la proposer. C'est comme une grosse boîte à idées. Alors, c'est entre autres une grosse boîte à idées. Alors, il y a 30 000 personnes sur cette boîte à idées maintenant quand même. Voilà. Donc, c'est une partie de DAIR, c'est ça. Une deuxième partie de DAIR, c'est on est tous très brillants, on a tous des compétences, on n'a peut-être pas tous des idées. On n'a peut-être pas tous ce petit flash de tiens, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas ça ? Mais par contre, on peut tous aider, on peut tous donner des conseils, on a tous des compétences. Et je pense qu'encore une fois, la particularité du groupe, c'est qu'on a 200 000 talents qui ont tous des compétences extrêmement différentes et de pouvoir les connecter les uns aux autres, ça peut apporter énormément. Donc imaginons, cette personne de Vuitton, elle a cette idée magique, mais bon, elle ne sait pas quoi en faire. Ok, elle l'a postée. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. D'abord, il peut y avoir la maison Sephora qui veut être inspirée et qui va sur cette plateforme pour être inspirée, qui va tomber sur cette idée, qui va dire « Non mais c'est génial !» Ok, bon, ça c'est très bien. Mais encore une fois, pour qu'une idée devienne réalité, il faut des gens et il faut des compétences. Et bien sur cette plateforme et sur ces 30 000 personnes, il peut y avoir une personne qui travaille dans la finance et qui va vouloir apporter des compétences et aider pour écrire un business plan financier. Il peut y avoir quelqu'un qui a travaillé sur des rouges à lèvres et qui va donner sa... Mais quelque part, c'est impliquer un petit peu toutes les personnes qui travaillent pour le groupe. C'est connecter des gens qui ne se connaissent peut-être pas, enfin souvent pas, et qui ont des compétences différentes et qui ensemble vont pouvoir monter un projet tous ensemble. Mais c'est génial parce que ça implique vraiment l'humain, le people. Alors exactement, c'est construit sur des gens. Et on parle de transformation et je pense que pour transformer des groupes, il faut emmener des gens tous ensemble. Et nous, c'est vrai que l'Open Innovation, on est un connecteur entre des gens sur des projets en fonction des motivations, des envies, des idées, des compétences des uns des autres. Et c'est ça qui amène cette énergie globale. Je vais prendre un autre exemple concret qui s'est passé chez LVMH. Romain Brabo, deuxième événement d'air. Qui Romain Brabo ? C'est une personne qui travaillait chez Kenzo et qui part du principe, qui se dit on est dans un monde sur lequel il faut qu'on soit plus responsable. Dans la mode en particulier, on a des rouleaux de tissus qui sont pas toujours utilisés ou qui peuvent se retrouver chez des soldeurs et ça c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Et il se dit mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas une plateforme sur laquelle on va utiliser tous les résidus de tissus, de matières des marques de mode. Et à l'inverse, il y a des petits designers qui n'ont peut-être pas les moyens de s'acheter les mêmes choses et qui pourraient aller piocher
des tissus de qualité. Et ben voilà, il a posté son idée, il a été sélectionné, il a vécu une expérience entrepreneuriale. Aujourd'hui, c'est la 76e maison du groupe qui revend, qui réutilise les tissus et qui apporte une offre de qualité à des nouveaux designers. C'est un peu imaginer le monde de demain, le futur du luxe, ce que vous faites avec toutes les équipes du groupe. Tout le monde participe ? Est-ce que tous les employés du groupe LVMH, vous êtes 200 000, c'est énorme, postent des choses sur cette énorme boîte à idées? Alors j'ai envie de dire heureusement que non, parce que si les 200 000 personnes postent des idées et font tous, vous auriez ce du serait mal, compliqué. Hein. Voilà. Donc tout le monde peut le faire, c'est-à-dire que tout le monde a le droit, la possibilité de le faire. C'est quelque chose qui est ouvert à tous. Très bonnes idées. Alors pas obligatoirement en fait, c'est ça qui est intéressant. Ce qui compte, c'est pas l'idée, c'est l'exécution des idées. Et c'est pour ça, au début, alors c'est drôle parce que quand j'ai émis l'idée de créer cette plateforme partagée des idées, on m'a dit mais t'es complètement folle Laetitia, tu peux pas mettre des idées de Vuitton et Dior au même endroit. Enfin voilà, il y a des maisons qui sont concurrentes. Et en fait, ce qui compte, c'est l'exécution. C'est pas l'idée. Quelque part, Nona Source, qui était le projet de Romain Brabo, c'est pas l'idée qui est exceptionnelle, c'est l'exécution, c'est ce qu'il en a fait. C'est parce qu'il a connecté avec des gens où ils se sont dit, c'est une évidence, pourquoi ça n'existe pas et on va le faire. Et je pense que l'innovation, c'est pas toujours avoir une idée complètement folle, c'est pas obligatoirement ce Shazam de l'hydratation qui d'ailleurs n'existe pas, ou le bagage qui part dans l'espace, mais c'est quelquefois des choses très simples et c'est de l'itération, ce sont des petites idées, des petites actions qui tous les jours peuvent emmener le groupe un petit peu plus loin. Et moi, c'est à ça que je crois, et donner à chacun le pouvoir d'améliorer, d'apporter de l'innovation aux maisons de façon itérative. C'est ça qui est intéressant. LVMH s'est doté d'un accélérateur de start-up. On revient à ce sujet-là. Comment ça fonctionne exactement, la maison des start-up ? Comment elles sont en lien avec les 75 marques ? Est-ce qu'elles vont directement les voir ? Est-ce qu'elles sont obligées de passer par Open Innovation ? Comment ça se passe ? Il n'y a pas d'obligation. Je crois que pour que les choses fonctionnent, il faut qu'il y ait de l'envie et pas de l'obligation. Les règles empêchent, alors que les outils permettent d'accélérer, de développer les choses. Donc, dans la façon dont ça fonctionne. Donc, encore une fois, avant d'arriver à la maison des startups, on a une revue de tous les besoins d'innovation des maisons et on va aller sourcer des startups. Donc, on va les sourcer soit grâce à l'Innovation Award. Là, on a reçu plus de 1300 candidatures pour l'Innovation Award. C'est ça que nous étudions. C'est vraiment les 1300. Ah, bien sûr. On les regarde une à une. On en reçoit d'autres, hein. Ça ne sont pas les seuls. Mais vous mettez combien de temps pour les regarder ? Voilà, nous avons des gens brillants avec le talent et l'humain. On va en revenir sur les compétences des gens. On a aussi des candidatures que nous recevons directement par la maison des startups. Voilà, donc on les étudie et on en choisit. Donc là, la saison 8, on n'en a que 28. Hein. Donc que 28, c'est déjà 28. Énorme, 28. Et elles sont combien, par exemple, une start-up, ça peut être 2-3 personnes ? Alors, en général, ça peut être beaucoup plus. Ça peut être beaucoup plus. Non, on en revient au niveau de maturité des startups. On a des startups qui sont assez matures et qui sont capables de scaler dans un groupe aussi gros que le nôtre. Ben oui, hein, forcément. Voilà. Parce qu'une toute petite start-up qui démarre, enfin bon, on a compris que c'était pas des bébés start-up, voilà, mais des adolescents start-up, genre 20-30 personnes à peu près. Alors on a certaines startups personnes. Qui peuvent, on a des startups qui peuvent avoir une vingtaine de personnes. D'accord. Ouais, exactement. Donc c'est assez ouvert finalement. C'est très ouvert. C'est très ouvert. Encore une fois, on en revient. Comme on n'est pas dans une démarche comme un VC peut chercher une start-up dans le cadre d'investissement, nous on est dans le cadre d'apporter une solution. Et si c'est une start-up qui travaille sur une nouvelle matière ou une start-up qui travaille sur un service dans le métaverse, le nombre de personnes nécessaires pour travailler là-dessus est extrêmement différent. Donc ce qui compte, c'est ce qu'ils peuvent apporter en termes de services ou de produits en réalité. C'est vraiment ça qu'on va regarder. Hein. Vous êtes combien dans ton département Open Innovation ? Parce que j'imagine, là, d'après tout ce que tu me dis, c'est quand même une charge de travail qui est assez conséquente.
Et ben on va dire qu'on est une équipe brillante et courte. Après, donc ça dépend comment on compte, mais au global, on a peut-être on a une douzaine de personnes qui vont travailler soit à la station F, soit dans les bureaux. Ouais, t'as des liens directs avec. Voilà, ça dépend de comment on calcule et comment on compte. Dans le secteur du luxe, d'après toi, quelles sont les grandes innovations de demain ? Ah là là. Ah ouais, mais oui, mais bon, en même temps, tu fais partie, t'es directrice de l'Open Innovation. C'est une question, on ne peut pas passer à côté. Exactement. Est-ce que je peux te parler de mon rêve ? Parce que je pense que ça passe par un rêve, d'abord. Évidemment. Alors, mon rêve, qui n'existe pas encore totalement, mais voilà, il associerait deux grandes tendances qui seraient à la fois cette tendance autour de l'environnement, un monde plus vert, je dirais, plus vers la nature, hein, et ce monde du métaverse. Voilà. Avec une petite graine d'humain au milieu, qui est en fait la graine la plus importante, qui rallie tout ça. Alors, il y a des startups qui commencent à travailler là-dessus, hein, par exemple de la lumière sans électricité, ou de la donnée dans des clouds, mais sans cloud et dans la nature. Voilà, donc il y a des choses qui commencent à exister, qui n'ont pas un niveau de maturité aujourd'hui qui permet de faire des choses avec eux. Mais moi, mon rêve, c'est ça. C'est un monde dans lequel on peut... il y a cette start-up Grow You Round Cloud qui fait ça, qui, au lieu de faire de la data dans les clouds, fait de la data dans des plantes. Voilà, le problème, c'est que quand la plante meurt parce qu'on l'arrose pas, ça fonctionne pas. Donc, en termes de scalabilité, ça ne fonctionne pas. Mais ça, c'est quelque chose qui est génial. Et donc, ça, je crois beaucoup à ça. Laetitia, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ton département d'Open Innovation ? De trouver ce rêve et de pouvoir le scaler au niveau du groupe. Voilà. Eh ben, génial. C'était un plaisir, Laetitia, d'échanger avec toi sur tous ces sujets. Je rappelle que tu es la directrice de la branche Open Innovation chez LVMH. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nos auditrices et nos auditeurs. Merci beaucoup, Fanny. Les Afters de la Transformation, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous pouvez retrouver nos autres entretiens sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour n'en rater aucune, abonnez-vous à la chaîne des Afters de la Transformation. À très bientôt. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.